Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce troisième lancement de l'année depuis le Centre spatial guyanais, premier lancement d'une Ariane 5 en 2015. Ce soir, Ariane 5 mettra sur orbite géostationnaire de transfert Thor 7 pour le compte du Norvégien Telenor Satellite Broadcasting et Sikral 2 pour le ministère italien de la Défense et la Direction générale de l'armement dans le cadre d'un contrat avec Telespazio. Notre lanceur devra fournir une performance légèrement inférieure à 9 tonnes 8. La fenêtre de tir sera d'1 heure et 54 minutes. J'aimerais remercier Telenor d'avoir fait confiance à Arianespace pour le lancement de ce nouveau satellite, construit par notre partenaire SSL. Une fois en place à 0°8 ouest, Thor 7 renforcera la position de Telenor dans des domaines phares, en confortant sa position de leader de la télédiffusion dans la région nordique et en renforçant son rôle de distributeur essentiel de services satellites pour les secteurs maritimes et offshore. Je remercie également le ministère italien de la Défense et la DGA d'avoir eu recours, dans le cadre d'un contrat signé avec Telespazio, à la capacité d'Arianespace de garantir à l'Europe un accès indépendant à l'espace. Après Athena Fidus, lancé avec succès par Arianespace en 2014, Sikral 2 est encore un exemple de la coopération stratégique entre l'Italie et la France dans le domaine des communications satellitaires sécurisées. Cette coopération est également soulignée par le choix de Thales Alenia Space en tant que constructeur du satellite. Ce soir, Arianespace est donc particulièrement fier d'être chargé d'un lancement représentatif de la diversité de ses clients et missions, commerciales, institutionnelles, civiles et militaires. Mais notre 78e Ariane 5 est prête au décollage, alors profitez du spectacle. Mesdames, Messieurs, bonne fin d'après-midi. Claude Bernat qui vous parle depuis le bâtiment Jupiter au Centre spatial guyanais, port spatial de l'Europe. Le 222e lancement d'une fusée Ariane que nous allons suivre intervient après une série de 63 succès consécutifs du lanceur Ariane 5 sur 78 lancés. C'est le 3e lancement depuis les débuts de l'année 2015. 3 lancements avec les 3 lanceurs de la gamme européenne et 3 applications. Vega le 11 février avec le démonstrateur technologique ISV, Soyuz le 27 mars pour la navigation avec Galileo et c'est le 26 avril, Thor 7 et Sikral 2 pour les télécommunications. Vous l'avez vu, tous les paramètres sont au vert, la météo est favorable et tout de suite, nous allons décrire ce lanceur. Le lanceur Ariane 5 de type ECA, qui veut dire Révolution cryotechnique de type A, c'est le plus puissant de la gamme Ariane 5. Il comprend 2 étages d'accélération à poudre, les EAP, qui emportent 240 tonnes de propergol solide. Ils entourent l'étage principal cryotechnique, le PC, qui, dans ses réservoirs, amène 25 tonnes d'hydrogène liquide et 149 tonnes et demie d'oxygène liquide. Au-dessus, ce qu'on appelle le composite supérieur, c'est l'étage supérieur cryotechnique et la case à équipement. Et enfin, tout en haut, la coiffe qui abrite les 2 satellites. La masse totale du lanceur au décollage, 775 tonnes. Et on découvre l'arrangement sous cette coiffe. Le satellite en position haute, c'est Thor 7, qui pèse 4590 kg. Il fournira des services de télédiffusion vers les régions d'Europe de l'Est et centrale et de communication de données vers les utilisations de l'industrie maritime dans toutes les mers d'Europe. Et sous le CILDA, on va retrouver le satellite en position basse, Sikral 2. Il pèse 4 tonnes 364,10, c'est précis. Sikral 2 est un satellite géosynchrone pour les utilisations militaires franco-italiennes. On y reviendra. Le H0 est prévu à 16h37 en Guyane. Vous ajoutez 5 heures pour l'Europe et 3 pour le temps universel. Nous revenons au bâtiment Jupiter pour découvrir la cellule de vol d'Arianespace. C'est la plus haute autorité en charge des décisions finales concernant le vol du lanceur. Bien entendu, elle est présidée par son président, Stéphane Israël, Louis Laurent, le directeur des programmes. À ses côtés, Édouard Pérez, le directeur technique central, et Patrick Loire, le directeur d'établissement d'Arianespace en Guyane.
Le premier passager qui sera séparé, on l'a dit, c'est Thor-7. Le client est Telenor Satellite Broadcasting. On retrouve Christophe Bardou, le chef de projet Thor-7 chez Arianespace, qui nous présente ce satellite. C'est avec une grande fierté qu'Arianespace lance le satellite Thor-7 pour Telenor et lui permet ainsi de contribuer à l'expansion de cet opérateur européen majeur. Nous sommes très honorés d'avoir été choisis comme fournisseur du service de lancement de Thor-7 il y a quelques années après le lancement de Thor-6. La campagne de lancement ici à Kourou s'est très bien déroulée dans une atmosphère sereine entre tous les participants. Space System Loral est très coutumier de nos installations et de nos méthodes de travail. D'autres satellites de SSL seront préparés et lancés depuis Kourou cette année. Après 20 minutes de phase propulsée, suivi d'une série de manœuvres menées par l'étage supérieur, les deux satellites seront séparés sur l'orbite visée de transfert et débuteront leur voyage vers leur destination finale sur l'arc géosynchrone. Le second passager, c'est Sicral 2. Alors Telespazio, c'est l'opérateur retenu pour ce lancement clé en main par le ministère de la Défense italien et la Direction générale de l'armement français, la DGA. Alors on va retrouver Luca Checchio, le chef de projet Sicral 2 chez Arianespace, qui va nous parler de ce satellite. Ce soir, notons que Luca est positionné en directeur des ventes en salle VIP. Il est accompagné bien sûr à Jupiter par les directeurs de la mission satellite et les chefs de projet satellite de Sicral. Sicral 2 est un programme conjoint entre l'Italie et la France, basé sur un satellite géostationnaire opérant dans les bandes UHF et SHF. Sicral 2 va améliorer les 1000 SATCOM, ou capacités de communication par satellite militaire, déjà offertes par les satellites italiens Sicral 1 et Sicral 1B et par le système français Syracuse. Sicral 2 est la deuxième collaboration de ce type entre la France et l'Italie, avec Telespazio et Thales Alenia Space. Déjà en février 2014, nous avons lancé sur VA217 un satellite de télécommunication dual Athena Fidus. Le projet Sicral 2 est aussi une importante collaboration industrielle entre Telespazio et Thales Alenia Space. Ces projets sont l'exemple de ce que l'Europe peut réussir quand on regroupe les connaissances et le savoir-faire complémentaires de ces industries. Telespazio, Thales Alenia Space et Arianespace. Tous les indicateurs sont au vert, c'est la condition indispensable pour entrer en séquence synchronisée. Alors que nous avons ici à Jupiter un rouge qui s'annonce. Voilà, donc la chronologie vient de s'arrêter. Au temps de moins 7 minutes non passées. À tous du DDO, arrêt du décompte, bulletin rouge, base. Que tous les moyens soient prêts pour la reprise de la chronologie à 0 moins 7 minutes en cas de retour au vert. Donc je disais, moins 7 minutes non passées. Cela veut dire que nous ne sommes pas rentrés en séquence synchronisée. Donc côté lanceur, côté satellite, tout va bien. Le rouge vient de la base de lancement. Eh bien, je n'ai aucune information, mais on va supposer que c'est un élément de cette base de lancement. Donc ça peut être ici à Kourou. Ça peut être soit une station aval, qui n'est pas disponible, mais qui le sera sûrement un bout quelque part, dans la chronologie. Nous avons une fenêtre donc, qui fait 1h54, c'est très confortable. Donc on va attendre d'avoir des informations. Voilà, vous voyez très bien, autorisation de lancement, ensemble de lancement, bien sûr, tout est rouge. Alors on lit très bien ici, logistique, je ne pense pas que ce soit un problème logistique. Sauvegarde, je ne pense pas non plus, puisque la météo est rouge et qu'apparemment... Ah, si, pour la sauvegarde pourrait être rouge, si c'était un élément genre radar ou télémesure, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas affiché. Voilà, nous ne savons pas, c'est peut-être une station aval, je ne sais pas. Donc on va attendre que ce vert revienne avec un nouvel H0 qui va être affiché. Je répète, on n'est pas rentré en séquence synchronisée. Tout va bien côté lanceur et côté satellite. Alors, on me dit qu'on pourrait repartir avec un nouvel H0 affiché à 17h locale. Ici, 17h locale. On attend confirmation de cette information.
on reste en attente d'informations. Je pense que notre réalisateur va nous passer un petit message défilant pour indiquer ceci. À tous de DDO, attention pour la reprise du temps des comptes. Top. Début de la séquence finale lanceur. Le nouvel H0 visé est 20h 0 secondes. Voilà, vous venez d'entendre, retour au vert complet, un nouvel H0 qui est à 17h local, c'est-à-dire 20h temps universel. On n'a pas eu vraiment l'information de ce qui s'était passé, mais on est revenu très très vite. Nous sommes en séquence synchronisée, et la séquence synchronisée regroupe toutes les opérations qui doivent être réalisées au plus tard afin de préserver le potentiel du lanceur, garantir sa disponibilité, assurer la sécurité des personnes et des biens, et bien sûr, garder la maîtrise le plus longtemps possible. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails très vite. La séquence synchronisée se poursuit avec d'une part le calculateur qui est dédié aux opérations fluides et d'autre part le calculateur qui est dédié aux opérations électriques. D'ailleurs, on est en train d'effectuer les dernières vérifications qui vont conduire à la commutation électrique sur le bord à moins 1 minute. Et on attend toujours donc le redémarrage qui va démarrer exactement pour un H0 à 17h. Mais tout est vert. À tous de DDO, je confirme bien que la reprise du temps des comptes reprendra à 19h53 TU pour un nouvel H0 à 20h TU. Bon, je reprends l'antenne avec donc toutes ces informations. On vous confirme bien, il y a quand même un petit flou, qu'on va repartir à 16h53 heure locale, c'est-à-dire 20h53, pour un nouvel H0 qui sera 17h ici en Guyane et 20h en temps universel. Et la séquence synchronisée pourra recommencer donc à moins 7 minutes.
Je confirme que pendant ce temps-là, le lanceur est bien sûr sous vérification et les 2 satellites sont aussi sous vérification par les équipes ici, les équipes satellites. Donc tout va bien de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Voilà, dans moins de 30 secondes maintenant, reprise du temps des comptes, moins 7 minutes et début de la séquence synchronisée. À tous de DDO, attention pour la reprise du temps des comptes. Top. Début de la séquence finale lanceur. Et voilà, alors maintenant, au centre de lancement, les calculateurs dédiés aux opérations de fluide. Ce calculateur est en train de finaliser la pressurisation des réservoirs hydrogène et oxygène liquide aux valeurs de vol, aussi bien pour les tâches principales que techniques, le PC, que pour les tâches supérieures, le SCA. Et puis le calculateur dédié aux opérations électriques déroule aussi sa propre chronologie, en particulier donc les dernières vérifications qui vont conduire à la commutation électrique sol-bord. Alors pour aboutir à la chronologie de cet après-midi, on a préparé le lanceur, voici la campagne de lancement. La plupart des éléments du lanceur Ariane 5 arrivent d'Europe par bateau directement au port de Kourou. Ils sont ensuite acheminés par route sur la base, où ils sont assemblés dans le bâtiment d'intégration lanceur. Là, le corps principal est érigé à la verticale. Les 2 étages d'accélération à poudre réalisés en Guyane sont transférés vers ce bâtiment et positionnés de part et d'autre de l'étage principal. Puis, l'étage supérieur est intégré sur cet ensemble et ensuite, le lanceur est transféré dans le bâtiment d'assemblage final. Les satellites sont arrivés par avion le 20 février pour Thor 7 et le 4 mars pour Sikral 2. Ils ont suivi leur campagne de préparation en parallèle de l'assemblage du lanceur dans les bâtiments dédiés aux charges utiles proches du pas de tir. La préparation inclut le pesage des satellites, diverses vérifications par les équipes dans les salles propres, et après les tests de bonne santé des 2 satellites, ils sont remplis avec les ergols dont ils ont besoin pour vivre en orbite. Notons au passage que les tenues de remplissage portées par les équipes sont très lourdes, 17 kg. Tout au long de la campagne, les équipes clients et Ariane Espace se rencontrent journalièrement pour faire le point sur les activités. Une campagne typique dure 6 semaines pour le lanceur et les satellites. Et une fois remplis, les satellites sont à leur tour transférés au bâtiment d'assemblage final où ils sont intégrés tout en haut du lanceur. Sikral 2 est mis en position basse sur le lanceur et Thor 7 positionné dans la coiffe et hissé en haut du lanceur. Un jour avant le lancement, cet ensemble ainsi assemblé sur la table de lancement est transféré vers le pas de tir pour le décompte final. Moins 4h30, la séquence synchro se poursuit. Les calculateurs du banc de contrôle effectuent les dernières opérations afin de rendre ce lanceur petit à petit autonome. Côté fluide, à moins 4 minutes. Les réservoirs de l'EPC et de CA vont être à la pressurisation de vol et vont être isolés.
Les ombilicaux à l'interface avec le lanceur sont purgés de l'hydrogène et de l'oxygène liquide qu'ils contiennent. À moins de 2 minutes, il y aura l'ouverture des vannes bord qui permettront d'alimenter le moteur Vulcain 2 de l'EPC. Côté électrique, les barrières de sécurité des lignes pyrotechniques ont été armées dès le début de la séquence et permettent ainsi de laisser passer les signaux électriques pour l'allumage du moteur Vulcain, puis des EAP. Et à moins de 3 minutes, il y aura le chargement du nouveau H0 dans les 2 calculateurs de bord. Nouvel H0, je le répète, donc 17 h heure de Guyane, 20 h temps universel. Et les ordinateurs de bord prendront la main et nous rentrons maintenant dans le centre de lancement où on retrouve plusieurs équipes d'ingénieurs à l'intérieur de ce bâtiment blindé. Une première équipe travaille sous l'autorité du COEL, le chef des opérations centre de lancement, Frédéric Fakin. À ses côtés, le chef qualité de la campagne de lancement, c'est Daniel Milik. Une autre équipe dirigée par le CPAP, le chef de projet Ariane Production, c'est Thierry Marga, dont c'est aujourd'hui la première chronologie en tant que CPAP et on le salue. Son responsable qualité lanceur en production, c'est Philippe Giroux. Et enfin, une autre équipe qui s'occupe de la surveillance, sécurité et sauvegarde qui est assurée par Arianespace. Le responsable sauvegarde sol Arianespace est Gaëtan Parton. Il est garant du respect des règles de sécurité du travail lors des opérations réalisées sur les ensembles de lancement. Il gère et manage l'équipe sauvegarde qui s'assure de la bonne mise en œuvre des moyens de prévention et de protection des installations sol vis-à-vis des risques de l'environnement. En fait, donc, on a 4 équipes, opération, autorité technique, qualité et sécurité. Et nous revenons, la séquence synchronisée se déroule normalement, tous les paramètres sont au vert, à moins de 2 minutes, il y aura fermeture des vannes sol de mise en froid du moteur. Les compléments de plein ont été réalisés jusqu'à 0 moins 6 minutes 30, car l'oxygène liquide à moins 180 et l'hydrogène liquide à moins 253 degrés se réchauffent progressivement et une partie s'évapore sous la forme gazeuse. Vous voyez le pas de tir, on ne voit pas très bien, mais il y a un château d'eau. Ce château d'eau est rempli de 15 000 mètres cubes d'eau dont les 2 tiers vont assurer le véritable déluge lors de l'allumage des moteurs, à la fois sur les 3 quarts d'eau et sur la table de lancement, ceci afin d'amortir les chocs thermiques et acoustiques. Et si on se rapproche très précisément du mât et de la table de lancement, on découvre les bras cryotechniques. C'est une structure métallique horizontale de couleur jaune au niveau du 3e étage qui permet d'alimenter l'étage supérieur en ergol cryotechnique. L'écran est divisé en 2. À gauche, vous avez l'hydrogène liquide et à droite, l'oxygène liquide. Et on découvre en gros plan les plaques à clapper. Ces plaques à clapper vont être retirées avec les bras cryo qui se rétracteront du lanceur 5 secondes avant l'allumage du moteur Vulcain. Quelques précisions pour la suite. À moins 6 secondes, il y aura l'armement et l'allumage des allumeurs de mise en froid destinés à brûler l'hydrogène qui s'écoulera lors de la mise en froid de la chambre de démarrage du Vulcain. C'est le début de la phase irréversible. Puis commutation sol-bord des calculateurs. Moins 3 secondes, passage en mode vol des référents inertiels, et puis allumage du Vulcain, et ensuite, après vérification, allumage des 2 EAP. On s'approche de moins 1 minute de ce lancement. Et on va écouter le DDO. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Top, à 0 moins 1 minute. En cette fin de chronologie négative, nous saluons vous tous qui nous suivez partout dans le monde, nos clients et constructeurs en Norvège, aux États-Unis chez SSL, en Italie au MOD, chez Telespazio et Thales Alenia Space, Italie et France, à la Direction Générale de l'Armement à Paris, chez Arianespace bien sûr, au CNES, à l'ESA et chez tous les industriels européens. Les internautes sur arianespace.tv. C'est Munkayen, Rémi Conjolim, Kourou, Kessina Marie, Kikakutenu, bonsoir la Guyane, bonsoir. Nous nous taisons, on écoute le DDO, à tout à l'heure, apprécie le décollage. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage.
Et voilà, décollage La parfait. propulsion est nominale. Quelques petits nuages de décollage, mais en 48 secondes. Le lanceur passe Mach 1, c'est dans ce moment, le transonique à l'altitude de 7 km. La pression dynamique maximale est atteinte en 1 minute et 7 secondes. Ariane 5 dépasse déjà les 13 km d'altitude. Alors en 2 minutes, le lanceur se rapproche de 50 La km propulsion est et en nominale. 3 minutes atteindra les 100 km. 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère, puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. La poussée est fulgurante alors que Ariane est en train de passer au-dessus de Jupiter. 1300 tonnes de poussée sont en train de propulser Ariane 5. Les 2 étages à poudre, une fois allumés, ne s'éteignent pas. 90% de la puissance du lanceur. Ils sont assemblés et remplis en poudre en Guyane française, dans les usines de Régulus et d'Europropulsion. Un EAP, c'est 31 mètres de haut, 3 mètres de diamètre, consommation de 2 tonnes de poudre par seconde. Les 240 paramètres à tonnes bord vont donc sont nominaux. être consommées en 2 minutes environ. Ils sont identiques. Une masse d'un EAP au décollage, c'est environ 278 tonnes. Ils ont assuré une poussée moyenne de 600 tonnes. Alors pour comparer la hauteur des EAP, on va prendre le petit lanceur Vega à 31 mètres, c'est à peu près pareil. Après épuisement de la poudre, à 142 secondes après leur allumage, les EAP sont séparés du lanceur à 68 km d'altitude pour retomber dans l'océan Atlantique. En fait, avant qu'ils ne soient totalement vides, leur poussée va diminuer et après détection de cette baisse d'accélération, l'ordinateur de bord va décider de se débarrasser des propulseurs d'appoint par une découpe pyrotechnique et ils vont retomber dans l'océan. Et là, on va perdre 38 tonnes chacun. Ça devrait se passer maintenant. Séparation des étages d'accélération à poudre. Voilà, alors que nous avons des très très belles images qui étaient d'une caméra qui était embarquée sur un vol précédent. Pour éviter toute collision, les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur grâce à 8 fusées d'éloignement. La propulsion est nominale. Alors après les verts, puis le décollage, maintenant qu'Ariane 5 s'est éloigné des côtes guyanaises, on va porter notre attention sur la coupe de vol qui est représentée ici tout en haut à droite. Il y a la courbe idéale calculée et on aperçoit le petit pointeur qui se déplace et représente le vol réel d'Ariane. Il y a également en bas, vous avez des indications d'altitude, 95 km, de vitesse, 2,20 km par seconde. Tout de suite, on va avoir un petit fil conducteur sur les bilans de masse pendant le vol. Au H0, je l'ai dit, 775 tonnes. Quand on a passé Mach 1, on était déjà à 583 tonnes. À la séparation des EAP, on était à 176 tonnes, c'est-à-dire 23 tonnes en pourcentage. Vous vous rendez compte? Prochaine étape, ce sera le largage de la coiffe. Donc en début de vol, cette coiffe aérodynamique s'est faite, a protégé les satellites de la pollution, des vibrations acoustiques et de l'échauffement. Elle s'est séparée en deux sous l'action des cordons pyrotechniques. Une coiffe de 17 mètres de haut, fabriquée en Suisse par Ruag Space. Alors, à la séparation coiffe, on a encore perdu bien sûr du poids, on ne fait plus que 157 tonnes. On suit maintenant le vol de l'étage principal cryotechnique ou étage central qui est construit par Airbus Defence and Space dans les usines des Mureaux. Pour prendre une comparaison pratique, imaginez que cet étage est en fait une énorme bouteille thermos de 31 mètres de haut et qui pèse à vide 14 tonnes. C'est un beau thermos. Cet étage est essentiellement constitué d'un grand réservoir en alliage d'aluminium en 2 compartiments contenant les 175 tonnes d'oxygène et d'hydrogène liquide à très basse température, d'un bâtimoteur transmettant la poussée du moteur cryogénique et d'une jupe avant qui assure la liaison avec l'étage supérieur et qui transmet la poussée des 2 étages à poudre. Alors il faut comprendre que l'on emporte une masse d'oxygène liquide plus importante dans un volume plus petit, car l'oxygène liquide est beaucoup plus lourd pour un même volume que l'hydrogène liquide. Voilà. Pour suivre ce lanceur dans sa courbe, on a positionné un ensemble de stations au sol qu'on appelle les stations aval. C'est ainsi que dès le décollage, la station de Galho, ici à Kourou, a suivi. Ensuite, nous aurons la station de Natal au Brésil, puis l'île d'Ascension dans l'Atlantique, Libreville au Gabon, et enfin Malindi au Kenya feront l'acquisition des paramètres de ce lanceur. Pour le suivi d'Ariane 5 au décollage, notre réalisateur Manu de Oliveira reçoit en régie de nombreuses et belles images du décollage Ariane 5, numéro 222. Elles sont prises sous un autre angle que celles que l'on a vues tout à l'heure. Alors le décollage, c'était il y a 5 minutes et 6 secondes. On va regarder ces images à nouveau. Est nominale. La propulsion est nominale.
Voilà, très très belles images. Et on vient de nous apprendre que tout va bien à bord, la propulsion est nominale. Alors le moteur Vulcain 2, fabriqué par Safran, délivre une poussée de l'ordre de 139 tonnes. Le PC avec ses 31 mètres de longueur. Paramètres à bord sont encore un petit replay. Allez, on se fait plaisir. Et avec le son en plus. Avec le bruit des moteurs. Écoutez. Voilà, alors le PC, je disais, fonctionne un peu moins de 9 minutes, 530 secondes exactement. Pour l'instant, donc le moteur Vulcain 2, le PC va s'approcher de la phase finale de propulsion. La suite, à 8 minutes et 50 secondes, la commande d'arrêt est envoyée au moteur Vulcain de le PC, va suivre une série d'opérations une fois le moteur Vulcain éteint. 6 secondes après l'étage se désolidarise du composite supérieur, il va retomber au milieu de l'océan Atlantique, et 4 secondes encore, l'étage supérieur s'allumera. Voilà. Donc le vol est parfaitement nominal, la trajectoire est nominale, c'est ce qu'on voit sur ces courbes. On arrive à la... Voilà, c'est ce que j'allais dire, le DDO le confirme, il reste 2 minutes de propulsion. L'étage principal que Technique Ariane 5 avait embarqué dans ses réservoirs 149,5 tonnes d'oxygène liquide et 25 tonnes d'hydrogène. Ces ergols transférés dans d'énormes réservoirs cryotechniques sont tractés jusqu'au pied du lanceur, dans d'énormes citernes, en zone de lancement quelques jours avant le lancement. Ces produits sont fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane, dans ses usines à proximité des ensembles de lancement. Ici à Kourou, Air Liquide produit et assure la fourniture de l'ensemble des gaz et services associés nécessaires au lancement d'Ariane. Air Liquide au service du spatial depuis une 50aine d'années. L'étage principal va bientôt s'arrêter. On va perdre 14 tonnes, la masse à vide de l'étage principal. Et il restera 27 tonnes après la séparation, c'est-à-dire 3% de la masse initiale. Et normalement, le lanceur, c'est ce qu'on voit à l'écran, vient d'être acquis par la station de Natal au nord-est de la pointe du Brésil. Donc il fait l'acquisition des paramètres télémesurés du lanceur par la station Natal au Brésil. Voilà, et tout va bien à bord. Voilà, alors une fois séparé, l'étage PC va retomber au large des côtes africaines, dans l'Atlantique, dans le golfe de Guinée. Et ceci dans quelques secondes. Nous sommes à 158 km d'altitude, à 1460 km de Kourou, et la vitesse est de 6,82 km par seconde. Nous sommes au temps nominal de la fin de propulsion, la séparation qui intervient, les images précédemment d'un vol Ariane, et l'étage supérieur que Technique ECA vient de s'allumer. Cet étage va brûler un peu plus de 15 minutes, 950 secondes exactement. Sa poussée dans le vide est de 6,5 tonnes. Le CA est fabriqué par Airbus Defence and Space à Brême, en Allemagne. On va laisser voler le CA, dont la deuxième mission est d'assurer, par l'intermédiaire du système de contrôle d'attitude roulis, le SCAR, le contrôle en roulis du composite supérieur, pendant la phase propulsée et son orientation durant la phase balistique. Alors je vous disais, laissons-le voler, pour nous intéresser justement au premier passager à être libéré, Thor 7. Alors que nous voyons donc tous les clients, Télénor en particulier à l'image. Thor 7, c'est le deuxième satellite de Télénor lancé par Arianespace. La propulsion est nominale. Thor 6 avait été lancé par Ariane 5 en octobre 2009. Et Thor 7 est fabriqué, vous l'avez entendu, et on l'a déjà dit, par Space System Loral. C'est donc aujourd'hui, écoutez bien, le 47e satellite lancé par Arianespace. Et Arianespace a dans son carnet de commande encore 15 satellites de Space System Loral à lancer. La vie de Thor 7, c'est 15 ans. Alors maintenant, on va avoir d'autres informations. Avec un film conjoint, Télénor Space System Loral. Il est en langue anglaise. Il va durer 3 minutes et 45 secondes. On se retrouve ensuite. Tous les paramètres à bord sont normaux. La propulsion
production est nominale. SSL is the world's leading provider of commercial satellites with a broad range of capabilities to support satellite operators and innovative space-related missions. Telenor Satellite Broadcasting, a major provider of broadcast and data communication services, owns and operates the Thor satellite fleet, positioned at 1 degree west, which provides high-powered and high-quality satellite capacity throughout Europe, the Middle East, and Africa. Together, SSL and Telenor have partnered to expand the benefits of the digital world with the multi-gigabit, high-throughput Thor 7 satellite. The spacecraft is a multi-mission satellite and features Telenor's first high-performance Ka-band payload for the maritime market. It is the highest-performing satellite payload designed specifically for service to ships at sea. The satellite also includes a Ku-band payload, which will provide growth capacity for TV broadcast services. Thor 7 is actually a very important satellite for our company. Unlike our previous satellites, Thor 5 and Thor 6, that were a replacement, in orbit for older satellites, this is really a brand new satellite for expansion. So in other words, it's going to give us opportunities to grow our business both in the broadcasting area as well as in the data communication area. The satellite's Ka-band payload has up to 25 simultaneously active spot beams, offering up to 9 gigabits per second throughput for cost-effective solutions and high-power coverage over the North Sea, the Norwegian Sea, the Red Sea, the Baltic Sea, and the Mediterranean. This translates to reliable download speeds in the tens of megabits per second, even to small antennas, and uplink speeds up to 6 megabits per second. The satellite's Ku-band payload has 11 transponders and provides expanded broadcast service to meet the demand for high-definition television in Central and Eastern Europe. At SSL, in Palo Alto, California, a very skilled and experienced team of engineers and technicians worked diligently to make Thor 7 an exceptional satellite. This spacecraft is based on the highly reliable SSL 1300 platform and implements innovative and sophisticated technologies to complement Telenor's full fleet of satellites. SSL and Telenor share a tremendous focus for quality and reliability, and certainly, as we have proven, integrity in our business relationship. SSL would like to thank its customer Telenor for putting its confidence in SSL's technology and leadership in designing and building commercial satellites. For SSL, it was a privilege to furnish Thor 7 to Telenor, a company that prides itself on providing the power of digital communications to improve lives and secure a better future for all. Et pendant ce film, à 13 minutes et 25 secondes, la station d'ascension en plein Atlantique a fait l'acquisition des paramètres du lanceur. Tout va bien à bord. Alors la suite pour ce satellite, après la séparation du lanceur, Thor 7 sera acquis par les stations d'Urala en Australie, c'est à 465 km au nord de Sydney, et Belrose, toujours en Australie, à 19 km au nord-est de Sydney. C'est pour vous situer. Les opérations orbitales débuteront aussitôt. Déploiement des panneaux solaires dès aujourd'hui. On aura alors une envergure totale de 24 mètres, presque 25 mètres. 4 allumages du moteur d'apogée seront nécessaires entre demain et le 5e jour pour atteindre l'orbite circulaire. Ensuite, on aura les réflecteurs d'antenne qui seront ouverts. Et le 10e jour sera mis sous tension la charge utile et au 12e jour débuteront les tests fonctionnels. Alors on va rappeler que Thor, c'est un dieu de la mythologie nordique. Il est dieu du tonnerre, de la protection, de la force et de la fertilité. Thor, c'est le fils de Odin. Il est symbolisé debout sur un char, tiré par 2 boucs lui permettant de traverser les mondes. Il tient un marteau dans sa main droite, c'est son attribut avec lequel il crée la foudre. Petit retour à l'histoire. Le lanceur est toujours en phase propulsée. Vous le voyez sur ces images, on est par l'arrière du lanceur. Donc on voit le fond pour l'instant de l'ECA. Et tout doucement, quand le lanceur va se tourner, on va voir apparaître
Le SILDA, c'est cette ce cylindre noir, et à l'avant, TOR 7. À l'intérieur du SILDA, bien entendu, SICRAL 2. En dessous, c'est l'océan Atlantique et les prémices des côtes africaines avec le Gabon. On est à 149 km d'altitude et la vitesse est tout à fait à 8 km par seconde. Alors, dans quelques minutes, va se produire à bord du lanceur un événement important. Comme il n'y a pas une intervisibilité complète entre la station de l'île d'Ascension et Libreville, les paramètres de télémesure sont enregistrés à bord. Ils seront restitués dès que le lanceur sera en visibilité des Libreville. C'est une sorte de trou, si je peux choisir ce thème. Il sera de 12 secondes. La durée de l'enregistrement, bien sûr, sera beaucoup plus longue. De même, il y a eu dans la trajectoire une période de non-visibilité de 175 secondes entre Natal et Ascension. Là aussi, les paramètres télémesurés ont été enregistrés. Tout ceci est parfaitement maîtrisé, surtout avec le lanceur Ariane 5. Alors, quand on quitte le lanceur au point prévu, on le retrouve à la bonne position en retour de visibilité. Et quand la perte est plus importante, on positionne sur la trajectoire un bateau appelé station navale, qui est équipé d'une petite station de télémesure qui fait le lien, je perds ma voix, entre les deux stations standards en aval et en amont de la position du lanceur. C'était le cas du lanceur lors des deux lancements avec Vega et Soyouz. Voilà. Donc retour sur le composite. Tout est nominal à bord. On va maintenant laisser voler ce lanceur. On va s'intéresser à SICRAL 2, le deuxième satellite, après avoir parlé de TOR. Ce programme de coopération entre les ministères de défense italiens et français se partage le financement à hauteur de 62% et 38% respectivement, dans le cadre donc d'un accord avec les deux pays. Alors on a maintenant ce film sur SICRAL, il est multilangue, il est sous-titré anglais. On se retrouve dans 5 minutes et 23 secondes. Il progetto del SICRAL 2, il progetto di questo satellite, è stato voluto dal Ministero della Difesa italiano e dal Ministero della Difesa francese già nel 2007. È un progetto molto importante, un satellite che ha grandissima flessibilità, pensato, progettato in Italia e frutto della collaborazione fra i nostri due paesi. Guardare lo spazio è fondamentale per le forze armate ma non solo, e aver prodotto un satellite di questa qualità e con queste caratteristiche va sicuramente ad onore sia dell'Italia che della Francia. E in questo modo noi costruiamo anche un pezzo della difesa europea. Intanto Italia e Francia sono le uniche che sono riuscite a realizzare un progetto così importante in un campo così fondamentale per il futuro come lo spazio. Noi ci auguriamo che possa aprirsi ad altri paesi europei, perché sappiamo che la vera costruzione della difesa europea si costruisce attraverso la capacità di portare avanti progetti comuni come questo. Quindi i migliori auguri a SICRAL 2. Buonasera. SICRAL è una storia di successo. Un successo che ha consentito al Ministero della Difesa italiano di acquisire una capacità operativa primaria, direi unica al mondo. È un successo per l'industria nazionale che ha consentito di sviluppare tecnologie, prodotti, soluzioni e competenze a disposizione di questo piano. Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito sin dalle origini e oggi da contribuire nella messa in orbita del satellite, nell'inserimento nell'orbita finale, nei test che saranno fatti per validare il funzionamento in orbita e infine contribuiremo al mantenimento in condizioni operative dopo aver sviluppato il ground segment anche attraverso il nostro centro del Fucino. Ringraziamo tutti, ringraziamo il Ministero della Difesa italiano e francese e ringraziamo tutti i nostri partner e colleghi dell'industria perché è stato uno sforzo grande che ha portato sicuramente a dei risultati misurabili. Ora dobbiamo guardare avanti. Dopo il pathos di questa sera dobbiamo pensare al successo futuro della famiglia SICRAL. Nell'ambito del programma SICRAL 2, Telespazio è responsabile dello sviluppo, realizzazione, integrazione e verifica del Satellite Control Center primario a Vigna di Valle e secondario presso la sede del Fucino. Inoltre è anche responsabile della realizzazione del sistema di interconnessione tra i centri di controllo missione italiani e francesi. In aggiunta a ciò, Telespazio gestisce il servizio di lancio, le fasi di LEOP e di IoT, le prime fasi di acquisizione del satellite in volo.
E come già fatto per la precedente missione SICRA 1B, Telespazio ha cofinanziato la missione SICRAL 2 rendendosi pertanto azienda leader nella resa di servizi di telecomunicazioni per le forze armate alleate. SICRAL 2 is an end-to-end system composed by the space segment, that is the satellite, and the ground segment, which is devoted to the control of the satellite and the management of the communication. In this context, Thales Alenia Space has been responsible of the overall architecture, of the development of the satellite, and of the development of the ground segment devoted to the communication control. From industrial point of view, Thales Alenia Space has offered to the Italian and French defense customer a product which is the best combination of the technology available in Italy and France, offering this way a product which is at the state of art. SICRAL 2 has been conceived from a system point of view as an integrated design for the ground segment and for the space segment, but it allows, in the meantime, a separate management of the communication for the French mission and for the Italian mission. I am very happy to share with you this unique moment in the life of the SICRAL 2 program. SICRAL 2, as well as Athena Fidus, launched in February 2014, are symbols. They are concrete examples of cooperation in the field of governmental space telecommunications, called for by the European Council in December 2013. The French and Italian Ministries of Defense had foreseen this as early as 2007. Thales Alenia Space's expertise in the field of military space telecommunications is unrivaled. This expertise has been built over the last 30 years in Italy and France with the SICRAL and Syracuse programs. These investments have led to the development of know-how and resources which are essential for the Franco-Italian industry on the international stage. Our industrial capacity, unmatched in Italy and in France, will be used once again for programs such as SAT-NG and SICRAL 3. I wish to warmly thank Segre Difesa and the DGA, the French Defense Procurement Agency, for their trust, as well as the teams of our industrial partners for the quality of their cooperation. I'm very proud that Thales Alenia Space, in cooperation with Telespazio, was a major industrial partner for SICRAL 2, a truly fantastic program. Et la station de Libreville à 18 minutes et 09 secondes avait fait l'acquisition du lanceur, alors qu'à l'instant même, c'est Malindi qui vient de faire de l'acquisition. On continue de s'intéresser au second passager. La mission du satellite est de fournir depuis sa position orbitale des liaisons stratégiques et tactiques aux forces armées françaises et italiennes. SICRAL 2 assurera aussi une capacité de réserve supplémentaire en télécommunication aux pays de l'OTAN. Et sa durée de vie est comme Thor, 15 ans. SICRAL 2, c'est l'élément fondamental de la politique européenne de sécurité commune dont la composition spatiale est incontournable. C'est la deuxième fois que l'Italie et la France collaborent, on l'a entendu, après le lancement d'Athena Fidus en février 2014 sur le vol 217 d'Ariane 5. SICRAL 2, c'est la 63e charge utile militaire lancée par Arianespace. C'est aussi, puisqu'on parle de chiffres, le 30e satellite lancé pour la Direction Générale de l'Armement, la DGA, et le 3e pour le ministère de la Défense italien, le MOD Segre Difesa. En France, la DGA a 3 missions principales: équiper les forces armées et conduire des programmes d'armement, préparer l'avenir en imaginant les futurs systèmes de défense, en garantissant la disponibilité des technologies et des savoir-faire, et enfin promouvoir les exportations d'armement. La DGA joue aussi un rôle de maintien des relations internationales dans le domaine de l'armement. En Italie, le Ministero della Difesa, MOD, est compétent en matière d'administration civile et militaire de la défense, de hiérarchie et de discipline dans le domaine militaire. C'est Thales Alenia Space qui a construit le satellite dans ses établissements de Rome et Turin. Il a été testé à Cannes. Et Arianespace a lancé 10 satellites de Thales Alenia Space dans son carnet de commande. Il a lancé 10 satellites. Extinction de l'étage supérieur cryotechnique. Et était Spazio responsable pour le segment sol, les opérations de lancement et de mise à poste, ainsi que les premiers essais en orbite. Une fois les essais en orbite terminés, le satellite sera livré aux clients finaux, les services militaires français et italiens. Et vous l'avez entendu par le DDO, donc le moteur de l'SCA vient de s'éteindre. Début de la manœuvre d'orientation au profit de la charge utile haute Thor 7. On perd encore de la masse, puisque la masse qui reste, c'est 13 tonnes 6, donc quand même 9 tonnes de satellites, c'est pas mal. Alors on parle toujours du 3e étage, mais on parle vraiment de la case équipement qui lui est associée. C'est quand même un élément important de cette fusée, car on parle du cerveau du lanceur. La case d'équipement est constituée d'une structure cylindrique en carbone située au-dessus de l'ESCA. Il a été intégré au 3e étage à Brême avant transport à Kourou. Ceci, c'est pour répondre
aux nécessités imposées par l'augmentation des cadences de production pour les prochaines années, tout ce qui est réalisé en Europe ne sera pas à faire à Kourou. La case abrite une partie des équipements électriques nécessaires à la mission. Citons les 2 OBC, les calculateurs de bord, les 2 centrales inertielles permettant au lanceur de s'orienter dans l'espace. Le lanceur est en phase balistique. Son objectif est d'assurer le pointage du composite supérieur dans la direction requise pour Thor 7 et Sikral 2, ainsi que dans la direction déterminée pour le SILDA. La mise en rotation transverse du lanceur avant la séparation de Thor 7, la stabilisation 3 axes pour le SILDA, la mise en rotation longitudinale du lanceur avant la séparation de Sikral 2, et puis les séparations qui vont s'enchaîner, Thor 7, SILDA et Sikral 2. Et enfin, il y aura une mise en rotation finale du composite à 45 degrés par seconde pour passiver les réservoirs oxygène et hydrogène. On va ajouter que pour la mission de ce soir, il y a 18 phases élémentaires nécessaires, 5 avant la séparation de Thor 7, celle du SILDA sera en phase 9 et celle de la séparation de Sikral sera en phase 12. Les dernières vont servir aux opérations de passivation des réservoirs de l'étage. Alors pourquoi on passive? Ces opérations, ça consiste à mettre en rotation rapide l'étage et la case d'équipement une fois les 2 satellites séparés. C'est-à-dire que cet ensemble devient alors une épave dans l'espace et ne peut pas polluer l'orbite. La rotation rapide va plaquer ce qui reste des ergols sur les parois et les réservoirs vont se vider. Ceci est précédé d'une pré-passivation par ouverture simultanée des tuyères SCAR. Alors on peut dire aussi qu'en même temps, les différents corps qui vont être séparés, c'est-à-dire le SCA, le chapeau SILDA et les 2 satellites, vont être positionnés dans l'espace de telle manière qu'ils ne doivent pas se rencontrer. Ils seront éloignés les uns des autres par plusieurs centaines de kilomètres. Nous sommes donc dans l'attente de séparation de Thor. On va dire qu'après 50 secondes de mise en roulis transverse faible de 1,5 degré par seconde, il y aura une attente de 10 secondes avant de libérer Thor 7 au temps de 28 minutes. Et aussitôt, Thor 7 va débuter ses opérations qui vont l'amener dans quelques jours à 0,8 degré ouest. Rappelons qu'il va offrir des services de télédiffusion sur l'Europe centrale, sur l'Europe de l'Est. Et sa charge utile fournira des communications en large bande à l'industrie maritime ainsi que des faisceaux sur les mers du continent européen. On écoute le DTO. Séparation de la charge utile Thor 7. Voilà, le premier passager vient d'être séparé, alors que le président de Telenor se réjouit. Cette plateforme de Space System Loral, c'est la LS1300. Elle est équipée de 25 répéteurs en bande KA et de 21 répéteurs actifs en bande KU. Ces 21 répéteurs actifs en bande KU sont en fait 11 plus 10. 11 sont vraiment actifs et 10 sont en attente. On dit restoration en anglais. Les 21 peuvent être mis sous tension en même temps, mais seuls 11 sont actifs. C'est une petite précision glanée lors de discussions avec des collègues de Space System Loral. Les manœuvres de la phase balistique se poursuivent alors que Thor s'éloigne pour rejoindre ses opérations en orbite. Le composite va être réorienté. Alors, vous le savez, je le dis à chaque lancement, dans notre jargon, tout ceci, on appelle ça, cette phase, on appelle le ballet de l'espace, le Space Ballet en anglais. Et ces images en 3 dimensions montrent exactement ce qui s'est passé au sud d'Afrique et ce qui se passe maintenant au-dessus de l'océan Indien. Cet ensemble n'est pas uniquement piloté par les équipements de la case d'équipement pour la phase balistique, on utilise aussi le SCAR, le système de contrôle d'attitude et de roulis, situé sur le périmètre extérieur du lanceur. C'est le calculateur de bord qui décide à la fois du choix des tuyères qui vont être ouvertes et fermées, et les durées d'ouverture et de fermeture de ces tuyères. On appelle cela la logique de gestion des tuyères. Les manœuvres d'orientation se poursuivent nominalement. C'est peut-être pas très visible, mais on devrait voir sous des images de synthèse les petits jets intermittents des tuyères qui font comme un petit flash. Et je vous le répète, ça reflète exactement ce qui se passe au-dessus de l'océan Indien. Cette logique de gestion d'ouverture et de fermeture des vannes d'oxygène est en cours. Par exemple, en phase 6, les phases d'oxygène sont fermées pendant 10 secondes, puis en phase 7, elles sont ouvertes pendant 110 secondes. Et tout cela, c'est pour amener le composite dans la bonne direction pour pouvoir séparer le chapeau du SILDA sur un axe non gênant pour la suite. Alors rappelez-vous, Ariane envoie des informations dans l'espace qui sont reçues par les stations en aval de la trajectoire. Toutes les informations du lanceur en provenance des stations aval arrivent en temps réel à la station télémesure de Kourou, à la montagne des Pères. Le but est de savoir si le vol est nominal et si tous les paramètres sont corrects. Ici, on reçoit en temps réel plus de 100 paramètres d'information sur le lanceur en même temps. Et pour déchiffrer et transmettre les messages télémesurés, on a une équipe spéciale, une équipe qui analyse très vite et en temps réel les paramètres et qui les redonne, bien sûr ici,
au DDO et à la cellule de vol. Alors, dans notre vocabulaire, ce système, cette équipe, ça s'appelle le contrôle visuel immédiat, ou le CVI, dans notre jargon. Et on va rentrer, on va se propulser, si je peux dire, à la montagne des Pères, voilà, où nous rentrons donc dans la salle dédiée. C'est une petite salle où il y a très peu de monde et personne ne parle, sauf le responsable, qui est Antoine Courtois. Antoine est aidé, entre autres, ce soir par Alexandre Dallonneau et des ingénieurs du CNES et d'Airbus Defence and Space. Cette équipe réalise une sélection rapide des paramètres pour savoir comment se déroule le vol et Antoine rapporte les principales de vol à chacun. Plus tard, cette équipe élargie analysera tout l'ensemble des milliers de paramètres qui couvriront tout le vol et ainsi pouvoir rectifier toute anomalie qui serait produite afin de corriger avant le prochain vol. Toutes ces informations viennent améliorer la mémoire de vol. On peut dire qu'on fait la traque au possible dysfonctionnement en vol. Alors la prochaine opération, tout là-haut, c'est l'ouverture du chapeau du SILDA. Le SILDA, je répète, système de lancement double Ariane, ce soir de type A, c'est-à-dire qu'il y a une rose de 1500 mm. Et avant de clore la partie SILDA, je peux dire que l'Ariane Espace va augmenter la capacité intérieure. En fait, je vais être plus clair, ce n'est pas tout à fait ça, la coiffe elle va rester inchangée. La solution pour augmenter la capacité intérieure et d'embarquer en position basse dans le SILDA un passager plus important en masse et en volume, c'est d'installer une virole, un cylindre de même diamètre que le lanceur, entre la case d'équipement et le SILDA, la coiffe venant couvrir tout cela. Et ceci, bien sûr, sans perte de performance. Prochaine étape, je répète, c'est la séparation du chapeau du SILDA. Ça devrait intervenir à plus 32 minutes et 33 secondes dans 14 secondes. Des manœuvres d'orientation. Et les manœuvres d'orientation se poursuivent nominalement, nous répète le directeur des opérations. Alors, comment va se faire cette séparation de chapeau SILDA? C'est déroulé nominalement et 16 ressorts de séparation vont permettre de dégager, voilà, c'est en train de se faire, dégager lentement et d'une façon saine, je peux dire, pour le satellite encore à bord. Et on va perdre 445 kilos. Et presque aussitôt, il va y avoir une nouvelle orientation du composite, c'est-à-dire le 3e étage, la case d'équipement et SICRAL 2, pour amener dans la direction demandée justement par SICRAL 2. Alors ces orientations se poursuivent donc à quelques manœuvre secondes d'orientation au profit de SICRAL 2. De la séparation de SICRAL 2. Je vous rappelle que Ariane a décollé il y a 33 minutes. Se sont enchaînées toutes les séparations d'étage et de la coiffe. Puis le premier satellite Thor-7 a été séparé 28 minutes après le décollage. Le SILDA, vous venez de le voir, c'est normalement ouvert. Nous avons maintenant une tension supplémentaire ici dans le bâtiment Jupiter, mais aussi dans le local band control de SICRAL dans les bâtiments satellites à Kourou. En Italie, au centre de contrôle de la mission, à Vigna di Valle, où l'on attend l'annonce de la séparation de SICRAL 2. On va ajouter que le centre de Fucino est en support des opérations futures. Et pour être complet, on peut dire qu'avant la séparation de SICRAL 2, le composite est mis en rotation lente dans l'axe longitudinal 1,5 degré par seconde pendant 4 secondes. Après, il y aura comme pour Thor 10 secondes d'attente et le satellite pourra ainsi être libéré. Ce temps nominal est à 34 minutes et 22 secondes. On va attendre patiemment ces quelques secondes en écoutant le DDO. Séparation de la charge utile SICRAL 2. Eh bien voilà, 34 minutes pour mettre sur orbite de transfert géostationnaire ces deux satellites de télécommunication. La mission d'Ariane 5 est terminée vis-à-vis de ces deux passagers, mais pas encore pour le lanceur, qui lui va débuter les opérations de passivation. Nous en avons parlé. Ça va être l'heure des bilans. Alors l'année 2015 va se poursuivre pour Ariane Espace. Le vol Ariane 223 sera lancé dans quelques semaines avec à son bord 2 satellites, DirecTV 15 et Sky Mexico 1. La phase d'assemblage du lanceur est quasiment terminée au bâtiment d'intégration lanceur. Les activités continuent aussi avec Vega, qui prépare son 5e vol, dont les étages à poutres sont en cours de montage ici à Kourou. Vega, pour le numéro 5, lancera le satellite Sentinelle-2 pour l'Agence spatiale européenne début juin. Sentinelle-2 qui est arrivé en Guyane cette semaine. Et après la cadence Ariane 5, Soyuz Vega battra son plein. Le PDG d'Ariane Espace l'a confirmé ce matin au VIP, mais il va certainement le redire dans son discours que nous attendons. L'objectif, c'est de faire 12 lancements avec 3 lanceurs en 2015.
Je vous répète que depuis le 11 février, mais vous le savez, 3 lancements ont été effectués depuis le centre spatial guyanais et on va voir encore des images du décollage. Et je me tais pour cela. C'était il y a 37 minutes. On a revu avec plaisir ces images. Je pense qu'on va en avoir encore d'autres. Eh bien, avec ce lancement réussi, Arianespace peut afficher ce soir un record de 222 Ariane lancées, 37 Soyuz et 4 Vega. Allumage EAP, décollage. Et nous revenons donc au centre de Jupiter. On va attendre quelques minutes pour les déclarations, c'est normal. On attend de sortir les diagnostics de satellisation des 2 satellites avec les vraies valeurs, telles qu'ils ont été séparés. Ces informations viennent du centre CVI de la Montagne des Pères, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, nous aurons maintenant les traditionnels discours officiels avec 8 personnes qui vont parler ce soir. On peut dire aussi maintenant, si le travail d'Ariane est terminé, celui des clients satellites commence avec leur station de contrôle, qui vont donc dérouler les opérations. Regardez comme les gens de Thor, c'est contents. Et oui, ils ont gagné une place sur l'orbite à 0,8 degrés. Voilà, donc, mais les opérations commencent pour eux, je répète. Il va falloir donc déployer les panneaux solaires tout de suite. Et puis après, bien sûr, allumer les moteurs pour circulariser l'orbite. C'est quand même très vite fait, puisque dans 12 jours, tout sera terminé. Côté Cicral, c'est pareil. Le satellite est pris maintenant par les stations au sol et prépare donc la séparation partielle des panneaux solaires, qui sera faite totale quand on sera sur l'orbite circulaire. Vous entendez, on parle anglais, on parle français, on parle italien. On va écouter le président directeur général d'Arianespace, Stéphane Israël, qui arrive ici dans la salle VIP. À tout à l'heure. On peut y aller. Bien, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Ladies and Gentlemen, distinguished guests. Mesdames et messieurs, chers invités, je suis ravi de pouvoir vous annoncer que d'après notre système de télémesure embarqué, Thor 7 et Cicral 2 ont été séparés comme prévu après ce qui devrait être une nouvelle mission sans faute d'Ariane 5, le 64e succès d'affilée. Ce succès vient à la fin du week-end et non pas au début, mais le succès est là grâce au professionnalisme et au plein engagement des équipes et c'est ce qui compte. Nous souhaitons maintenant
longue vie à Thorset et Cicral 2 en orbite. Le lancement de ce soir donne une illustration parfaite de la double ambition d'Ariane Espace, être le leader sur le marché du transport spatial commercial, tout en offrant aux institutions européennes un accès garanti, indépendant et fiable à l'espace. En position haute, Thorset, le deuxième satellite lancé par Ariane Espace pour Télénor, permettra essentiellement de renforcer l'offre de Télénor en communication en bande large pour les secteurs maritimes et offshore. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier Télénor pour leur patience et pour la confiance qu'ils ont placée en Ariane Espace et remercier tout particulièrement Morgan Tanks, son directeur général qui a assisté au lancement ici avec nous ce soir. Merci beaucoup, Morgan. Félicitations également à Space Systems Loral, le fabricant de Thorset. Thorset est le 47e satellite SSL à avoir été mis en orbite par Ariane Espace. Et nous avons encore 15 satellites SSL dans nos carnets de commandes. En tant que deuxième passager sur ce vol, Cicral 2 offrira aux forces armées italiennes et françaises des services de communication sécurisés sur le terrain, tout en augmentant la capacité de communication spatiale disponible pour les pays de l'OTAN. Un an après la mise en orbite d'Athena Fidus, Ariane 5 a encore une fois joué un rôle clé dans le partenariat stratégique mis en place entre l'Italie et la France afin d'élaborer une politique commune concernant la sécurité européenne. C'est un honneur pour nous d'être le portail d'accès à l'espace. Et nous souhaitons remercier le ministère de la Défense italien et la DGA. Nous avons beaucoup d'étoiles dans le ciel ce soir. Je souhaite également remercier Telespazio, notre client direct pour ce lancement. Nous lancerons ensemble Gökturk 1A l'année prochaine avec un lanceur Vega et je suis certain que ce sera aussi un grand succès. Dernier point, mais ce n'est pas le moins important, félicitations à Thales Alenia Space, le fabricant de Cicral. Avec déjà 141 satellites lancés depuis les premiers pas d'Ariane Espace et 10 encore dans notre carnet de commandes à l'heure actuelle. Pour les 3 lanceurs de notre famille, notre partenariat est assurément un atout majeur de l'industrie spatiale européenne. Après le IXV, l'avion spatial lancé par Vega en février, et 2 satellites de navigation Galileo mis en orbite par Soyouz en mars, le lancement de ce soir est le 3e réalisé par Ariane Espace cette année, cette fois-ci avec Ariane 5. Nous sommes tout à fait sur les rails pour renouveler cette année le record opérationnel établi l'année dernière, c'est-à-dire 11 lancements depuis le centre spatial guyanais. Ariane 5, le lanceur de ce soir, était le 78e de la série, mais c'était aussi le premier livré à Ariane Espace par notre nouvel actionnaire et contractant principal Airbus Safran Lanceur. Je souhaite donc exprimer ma reconnaissance à ASL pour leur participation décisive dans ce 64e succès d'affilée pour Ariane 5. Et je souhaite également remercier toutes les entités industrielles qui travaillent aux côtés d'ASL, avec un hommage tout particulier ce soir aux ingénieurs basés à Kongsberg en Norvège et à Colleferro en Italie, qui ont travaillé sur les 2 satellites mis en orbite tout à l'heure. Je remercie également les États membres de l'Agence spatiale européenne pour leur soutien indéfectible au programme Ariane. Merci à notre partenaire, le CNES-CAG, pour la disponibilité remarquable du port spatial. Merci à nos industriels du sol, ici en Guyane française, qui ont déjà commencé à préparer nos lancements suivants. Et enfin, je voudrais remercier toutes les équipes d'Ariane Espace pour leur entier dévouement à nos lancements et à nos clients. C'est comme cela que nous faisons la différence, année après année, lancement après lancement. Je laisse maintenant la parole à nos clients et partenaires. Merci beaucoup de votre attention. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, c'est un jour très heureux et très important pour Télénor Broadcasting Satellite. C'est votre épouse peut-être qui téléphone. Thorset est en route pour sa destination finale et nous avons attendu. Le
temps est passé. Nous pouvons maintenant passer à la suite, à la croissance. Nous pourrons développer notre croissance avec Torset. C'est une très bonne chose pour notre société. Je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. Tout d'abord, Ariane Espace. Ce n'est pas par hasard que c'est le 68e succès d'affilée. Nous vous en sommes très reconnaissants. SSL, nous avons travaillé très dur avec SSL pendant très longtemps. Nous avons chez eux une équipe très dévouée qui a travaillé très dur et nous sommes très heureux du résultat. Et enfin, le personnel de Telenor, un grand groupe de personnes. Tous les employés ont participé à ce projet pendant de très nombreuses années. Ils ont travaillé très dur, ils ont transpiré, ils ont parfois pleuré. Mais aujourd'hui, nous avons vu le succès et nous voulons les remercier tous aujourd'hui. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, chers clients, d'Ariane Espace, mes chers collègues, je suis ravi d'avoir pu voir aujourd'hui le succès de ce lancement. Au nom de Telespazio, je voudrais chaleureusement féliciter Ariane Espace, le ministère de la Défense italien et la DGA pour ce lancement. C'est une étape importante dans le développement de notre capacité de communication. Le programme SICRAL 2 est le très bon exemple de ce que doit être un programme spatial en ce qui concerne le travail d'équipe et la coopération. Il y a eu coopération entre deux ministères de la Défense, italien et français. Il s'agit d'un partenariat entre le public et le privé et il s'agit d'une collaboration industrielle entre Thales Alenia Space et Telespazio. SICRAL 2 jouera un rôle important dans les communications sécurisées et continuera sur la voie de SICRAL 1, lancé en 2001, suivi de la mission SICRAL 1B, cofinancée par Telespazio et lancée en 2001, et consolidée par Athena Fidus, qui a été lancée ici l'année dernière et qui offre une valeur ajoutée pour les services d'urgence également. Chers clients, nous, en tant que consortium industriel, avons construit un satellite et élaboré le segment terrestre, le segment au sol et le satellite. Nous travaillons au siège de Telespazio et par la suite, dans quelques semaines, cette activité vous concernera tous et je vous remercie tous. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais dire à quel point je suis fier et reconnaissant d'être ici aujourd'hui pour célébrer cet événement qui est important pour toute notre communauté. Comme vous le savez, notre aventure commune a commencé il y a près de 10 ans, lorsqu'en 2006, l'Italie et la France ont signé une lettre d'intention pour une coopération bilatérale. C'est un exemple unique dans le domaine des communications par satellite, avec l'objectif de développer de manière complémentaire deux programmes satellites, Athena Fidus lancé l'année dernière et déjà opérationnel, et SICRAL 2. À l'heure actuelle, avec le succès du lancement de SICRAL 2, nous avons réalisé notre objectif qui est d'avoir un portefeuille complet de capacités de communication militaire sur les bandes militaires et permettant également de soutenir les communications civiles pour les secours en cas d'urgence et en cas de catastrophe naturelle. SICRAL 2 doit remplacer le premier satellite de la constellation SICRAL, SICRAL 1, qui arrivera
à la fin de sa vie opérationnelle prévue en 2018. Avec SICRAL 2, le ministère italien de la Défense pourra continuer à assurer le soutien aux communications pour toutes les missions critiques dans lesquelles l'Italie pourrait être impliquée et permettra de couvrir les besoins d'urgence civile et militaire et offrira une capacité supplémentaire à l'OTAN comme demandé dans l'accord. Le succès du lancement d'aujourd'hui est le résultat d'efforts en coopération réalisés par de nombreux intervenants impliqués dans ce programme. Et pour cela, au nom du ministère italien de la Défense, je voudrais remercier tous les industriels, Thales Alenia Space et Téléspatiaux pour leurs compétences dans la conception et la mise au point de ce satellite et le ministère de la Défense français pour leur coopération excellente dans les deux programmes Athena et SICRAL. Et je souhaite remercier le Centre spatial guyanais et le CNES pour la gestion excellente de toute la séquence opérationnelle de la réception du satellite en mars jusqu'au lancement d'aujourd'hui et la mise en orbite. Et enfin, je souhaiterais remercier notre copassager norvégien, Telenor, qui a attendu quelques semaines supplémentaires que notre satellite soit disponible. Je voudrais remercier tout le personnel technique et administratif des ministères de la Défense français et italien, et je voudrais souligner la compétence des personnes de l'autorité contractante, du centre de contrôle et de la DGA, qui, avec une très grande compétence, ont suivi tous les aspects programmatiques et financiers du programme. Le lancement a été possible aujourd'hui et je souhaite remercier tous de leurs efforts afin que SICRAL puisse être livré à temps pour être expédié en Guyane. Merci à tous pour votre attention et bonne chance. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai été nommé responsable des programmes spatiaux à la DGA depuis 4 mois. J'ai déjà la chance d'assister à un lancement qui est un plein succès. La deuxième raison, c'est que j'ai passé 15 ans de ma carrière à travailler dans la coopération franco-italienne et comme ça a été dit de nombreuses fois, SICRAL 2 est un bon exemple de coopération réussie. Coopération réussie et coopération pragmatique, puisque la DGA souhaite développer ce genre d'approche qui sont, in fine, beaucoup plus efficaces que de longs discours. SICRAL 2 permettra à la France d'assurer des télécommunications militaires durcies et protégées contre les agressions, notamment en cas de brouillage. Les télécommunications militaires par satellite sont essentielles pour répondre aux besoins des forces armées en tout temps et en tout lieu. Elles permettent de préserver notre autonomie stratégique et contribuent à notre indépendance, en particulier pour la conduite des opérations extérieures décidées par la France. SICRAL 2 vient compléter les 2 satellites Syracuse, 3 en orbite, et s'inscrit naturellement dans le système de communication militaire français développé par la DGA. Il permet d'une part d'apporter de la résilience et d'autre part de répondre aux besoins croissants des forces armées en matière de télécommunications. Il s'inscrit pleinement dans la stratégie de transition vers le successeur du système Syracuse, COMSAT, dont la France ambitionne de lancer la réalisation fin 2015. Je tiens moi aussi à féliciter Arianespace pour ce nouveau lancement réussi, fleuron de l'industrie européenne, ainsi que les équipes industrielles et étatiques françaises et italiennes qui ont contribué à la réussite de cet événement exceptionnel. Merci. Mesdames et messieurs, je souhaite remercier tous les participants à ce lancement, en particulier Arianespace et son équipe,
Cicral 2 est le résultat d'une coopération entre l'industrie et des ministères de la Défense, comme déjà indiqué, et il a été mis au point par 5 équipes dans 12 sites en Europe. Donc il s'est agi d'un très gros travail d'équipe qui a conduit à cette étape réussie aujourd'hui lors du lancement. Je voudrais vous rappeler quelque chose qui est très important pour nous dans le domaine de ces communications par satellite. Le niveau d'investissement qui doit être mis dans ce genre de satellite est énorme pour conserver les compétences et l'excellence des sociétés. Et nous pensons que c'est très difficile et nous ne pensons pas qu'un pays à lui tout seul pourrait se permettre ce genre d'investissement à l'avenir, et la coopération sera indispensable dans les années à venir. Coopération, cela signifie beaucoup de choses. Coopération entre les pays pour partager les coûts, et c'est le cas pour Cicral 2, entre les ministères de la Défense français et italien. Coopération signifie coopération entre sociétés industrielles. Et Cicral 2 est partiellement un investissement public-privé avec la participation de Téléspatiaux. Et coopération signifie également partager entre institutions de la défense essentiellement et d'autres types d'activités. Et Athena Fidus avait déjà ouvert cette voie. Donc, je dois dire que le succès de Cicral 2 aujourd'hui, qui vient à la suite du succès d'Athena Fidus l'année dernière, montre que ce type de coopération réussit très bien. Et nous souhaitons poursuivre ce type de coopération et ce type de programme. Et il y aura le nouveau programme de l'Agence de défense européenne, c'en est un autre exemple. Donc, je voudrais répéter quelque chose qu'on a entendu hier au cours du dîner, qui est que tous ensemble, nous avons conçu ce satellite, tous ensemble, nous avons produit un satellite, et tous ensemble, aujourd'hui, nous avons lancé un satellite, et c'est quelque chose qui va durer pendant les 15 années à venir de la vie du satellite en orbite. Donc, bonne chance à tous et bonne chance à Cicral 2. Mesdames, Messieurs, alors d'abord, je voudrais excuser Jean-Yves Le Gall qui devait être ici présent et qui a été contraint de rentrer à Paris parce que nous avons pris un peu de retard. Mais l'essentiel, c'est de réussir. Et donc, je vais parler, je vais reprendre ces mots et je vais m'exprimer au nom du CNES. Donc, ce nouveau lancement parfait d'Ariane 5, le 64e d'affilée, a mis en orbite Cicral 2, un satellite très important pour la défense européenne et pour les relations franco-italiennes, ainsi qu'un satellite commercial de télécommunications, Thor-7, pour la Norvège, qui est un membre important de l'Agence spatiale européenne. À cette occasion, je souhaite souligner au nom du CNES l'importance de ce nouveau succès. Cicral 2 est le pendant italien d'Athena Fidus, que nous avions lancé l'année dernière aussi avec Ariane 5 en février 2014. Cette coopération exemplaire est régie par des accords signés entre les ministres français et italiens de la Défense et entre le CNES et l'Agence spatiale italienne, l'ASI, qui précise que chacun des deux satellites emporte une charge utile pour chacun des deux pays. Nous avons trouvé ainsi un modèle de coopération européenne permettant de concilier simplicité, efficacité et rapidité. Opérationnellement, la France contrôle Athena Fidus et l'Italie va contrôler Cicral 2, et financièrement, les deux États participent à un niveau sensiblement équivalent à ces programmes. Au nom du CNES, je veux aussi féliciter tous ceux à qui nous devons ce nouveau succès d'Ariane 5, les industriels du lanceur, Ariane Espace,
tous les industriels et partenaires du CSG qui, par leurs compétences et leur capacité d'adaptation, permettent à la base de lancement d'être disponibles pour répondre aux enjeux du programme spatial européen. Merci aussi aux services de l'État et en particulier les forces de sécurité qui protègent le CSG sous la conduite du préfet. Et bien sûr, l'ensemble des équipes du CNES qui ont encore une fois joué ce soir un rôle majeur. Merci encore à elles. Les programmes spatiaux de défense, qu'ils concernent les satellites de communication ou des satellites d'observation de la Terre, sont aujourd'hui un élément fondamental et indispensable à toute opération militaire. Et nous sommes très fiers de la capacité des pays européens, et en particulier de la France, de se doter de cette compétence, démontrant ainsi l'importance de la maîtrise des technologies pour les enjeux de souveraineté. S'agissant des lanceurs, je tiens aussi à rappeler la décision historique prise en décembre dernier à la conférence de Luxembourg, où l'Europe, à l'initiative de la France et à la suite des travaux conduits par le CNES, a engagé le développement d'Ariane 6. Grâce aux efforts des responsables de notre pays, nous avons convaincu nos partenaires d'engager le développement d'un nouveau lanceur dont la disponibilité pour des missions de souveraineté sera garantie par le succès commercial. Et nous avons aussi lancé la restructuration de l'industrie spatiale afin d'améliorer sa compétitivité au bénéfice de l'emploi partout en Europe, mais aussi en Guyane. Le CSG se prépare avec la Guyane à accueillir Ariane 6, dont le chantier démarre cette année. Et nous avons lancé les premiers appels d'offres il y a juste quelques semaines. Au total, vous voyez, ce lancement d'Ariane 5 était particulièrement emblématique pour la défense, mais aussi pour notre politique spatiale. Et je voudrais donc féliciter à nouveau chacun d'entre vous pour votre haut niveau d'excellence et pour cette capacité unique que vous avez à coopérer et à joindre vos talents pour écrire, lancement après lancement, de très belles pages d'une très grande histoire de l'espace. Merci à tous et à toutes, et merci pour votre patience. Bonne soirée. Bien, donc quelques mots en français pour terminer. Donc pour vous annoncer que nous ferons un prochain lancement pour l'opérateur américain DirecTV. Ce sera un lancement tout pour DirecTV, puisque nous allons lancer DirecTV 15 et Sky Mexico 1, qui seront deux satellites opérés par ce client très important d'Arianespace. La date que nous visons aujourd'hui est le 22 mai, et nous serons donc de retour au Centre spatial guyanais avec Ariane 5 pour DirecTV. Profitez bien de cette soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, présents à Jupiter, chers internautes, vous les Guyanais et vous tous qui avez suivi ce lancement Ariane 5 numéro 222 qui a mis sur orbite de transfert géostationnaire Torset pour Télénor et Sicral pour les militaires franco-italiens. Merci d'être restés avec nous jusqu'à ce moment. Merci à tous de nous avoir écoutés. Alors, plus précisément, merci à notre chargée de communication, à Anne-Marie, pour son aide et sa patience. Coucou à Marie-Aline qui nous prépare un beau bébé. Bienvenue dans l'équipe pour Élodie, très active pour son premier lancement, alors que nous revoyons ces images. Merci à notre réalisateur, Manuel de Oliveira. Merci à toute l'équipe souriante de Guyane Première. Merci Véro. Merci à tous ceux et celles qui ont donné des informations précises sur ce lancement. Merci à tous. On se retrouve le 22 mai pour le 223e vol d'Ariane 5. Bonne soirée.